Madame, Monsieur Fayet, bienvenue sur Facebook, bienvenue sur YouTube, deuxième édition de ce Business Lunch de 2025. Le mois passé, on parlait création d'entreprise. Quand on l'a créée, il faut aussi la digitaliser. Ce sera le sujet de cette émission. Vous nous suivez en direct sur Facebook. N'hésitez pas évidemment à nous donner vos commentaires, vos questions, vos retours d'expérience. On essaiera de prendre un maximum de commentaires et de les soumettre à mes invités. On va faire un premier tour de plateau avec mes invités. Jérémy Trussard, vous êtes intégrateur de solutions digitales pour la société J-Trust. Vous avez les mains dans le cambouis et dans le moteur. André Blavier, vous êtes directeur du pôle communication de l'agence du numérique, l'ADN. Et puis un témoin, plutôt une témoin, Florence Fernemont. Vous êtes CEO de Carrément Bon. Bah, il est midi, ça donne faim évidemment. Il va falloir quand même attendre jusque 13h. Alors quelques chiffres peut-être pour commencer. Ça sort d'une étude de l'ADN qui a été menée sur un peu plus de 3200 entreprises où on apprend que 45% des dirigeants considèrent que la transformation numérique est une opportunité. Donc non seulement d'y aller, on y va avec une opportunité, mais dans le même temps, 25% pensent que oui, certes c'est utile, mais une transformation globale de l'entreprise où on ne voit pas trop où c'est nécessaire. Et puis 22% n'ont tout simplement pas d'opinion. Si je traduis ça, ça veut dire que quoi? Grosso modo, 50% des entreprises sont à fond dedans et 50% des entreprises wallonnes ne sont pas prêtes d'y être. C'est peut-être un petit peu rapidement résumé, on va dire, mais en fait, on s'intéresse beaucoup dans ce baromètre qui donne des chiffres sur à peu près tous les aspects de la digitalisation des entreprises wallonnes. Petite parenthèse, en ce compris les petites entreprises, 95% des entreprises wallonnes ont moins de 5 personnes. On parle de moins de 10 employés, de 10 employés ou plus. Il y a aussi l'économie sociale. Enfin, on a vraiment, voilà, et c'est vraiment une vue de l'économie réelle, parce que souvent, quand on voit des chiffres, notamment européens, en fait, on parle de PME, mais les PME au niveau européen, c'est 50 personnes de mémoire, donc ça exclut de facto la quasi-totalité de notre tissu économique. Donc on fait une étude qui examine les entreprises dans leur ensemble, donc ce qu'elles font, équipement, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on a fait un focus sur les patrons, parce que forcément, le patron, c'est lui qui est le capitaine du bateau, qui tient le gouvernail. Et ce qui est intéressant, effectivement, dans les chiffres que vous évoquiez, c'est qu'il y a une corrélation entre le fait que le patron a une vision claire de la manière dont le numérique permet de transformer au sens positif son entreprise, c'est-à-dire de la faire travailler autrement dans un contexte qui est de toute façon, lui, complètement bouleversé par le numérique. Et on voit que c'est une des conditions absolument essentielles pour que l'entreprise bouge vite et bien, si j'ose dire. Alors après, effectivement, il y a ceux qui sont un peu, je veux dire, entre les deux, qui se rendent bien compte qu'on n'a pas trop le choix, mais qui ont peut-être du mal à se dire « Ok, j'y vais, mais j'y vais pourquoi ?» Je monte dans la voiture, je démarre, mais je ne sais pas très bien quelle direction je vais prendre. Et puis, effectivement, des patrons qui sont un petit peu carrément dubitatifs. Alors, on verra, on l'évoquera sans doute durant cette émission, mais on verra qu'il y a une corrélation très, très forte entre les secteurs d'activité et la taille des entreprises et la perception qu'on peut avoir du numérique, et donc forcément la perception du patron de l'entreprise. Oui, c'est noté effectivement dans cette étude, et assez logiquement, en tout cas instinctivement, des secteurs comme le marketing, comme la communication, a fortiori comme le digital. Là où on a une acculturation plus importante, en tout cas à l'informatique d'une manière générale, on y passe plus rapidement, voire de manière tout à fait automatique en utilisant des outils, voire même parfois en testant, en étant en mode essai-erreur, plus que dans d'autres secteurs. Mais justement, alors, on a un témoin qui, à ce niveau-là, est assez exemplatif. Carrément Bon, c'est pas le secteur du marketing, on en fait, mais c'est pas le core business de l'entreprise. C'est pas de la communication, on en fait, mais c'est pas le core business. C'est du pain, des viennoiseries et tout ce qui est excellent pour la santé. Ça fait 20 ans que vous avez repris une boulangerie familiale. C'est quoi votre trajet? C'est quoi les grandes étapes? C'est quoi votre trajet justement par rapport à la digitalisation du business? C'était quelque chose qui faisait partie du business plan, des plans à assez court terme quand vous avez repris la boulangerie Rouard? Mais j'irais même plus loin. Mon prédécesseur, M. Rouard, avait déjà lui-même une logique de digitalisation beaucoup plus simple, bien sûr, mais pour la gestion de toutes ces commandes, etc. Donc, je pense qu'effectivement, vous parliez du dirigeant, c'est lui qui est porteur de cette vision. Et cette vision du digital, elle est indispensable aujourd'hui. Et je suis bien placée pour dire que je suis dans un secteur artisanal, avec l'amour du bon, les belles
belle valeur. Et pourtant, il est essentiel qu'on intègre cet élément de digitalisation à tous les niveaux de l'entreprise. Ça va jusqu'où? On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'émission, mais ça va jusqu'où cette digitalisation? Tout est au digital maintenant chez vous? De plus en plus, on évite de plus en plus le papier. On est toujours en train d'améliorer les process par un système intégré de gestion de commandes, de gestion de la production, de gestion des stocks, de gestion de l'hygiène, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe et de multiple et qui permet de rassembler tous les aspects de l'entreprise, aussi bien la production que la vente et la gestion commerciale, financière, administrative. Et donc ça veut dire qu'au niveau du patron, il faut être d'accord de remettre régulièrement sur le métier, sur l'ouvrage sur le métier, et donc de repenser en permanence ses workflows. Ah, ça c'est clair, oui. Donc tout doit... C'est une vision d'entreprise collective où chacun doit adhérer. Alors, le grand point d'interrogation, c'est comment on fédère toutes les équipes. Quelqu'un qui fait de la production, qui fabrique des bons croissants, participe à la fabrication des pains, mais ça ne fait pas partie de ses fondamentaux. Et donc... Lui, les mains dans la pâte. Oui, c'est ça. Et donc, c'est plus difficile à mettre en place dans une PME pour plusieurs raisons. D'abord, il y a l'aspect financier, parce que tout ça, c'est un coût transversal qu'il faut supporter dans des structures qui sont finalement relativement petites. Donc voilà, le coût à l'unité est plus important pour une PME que pour des grosses structures. Il y a le moyen de leader le projet par une personne qui est un coût dans l'entreprise sans générer vraiment de chiffres. Donc les PME, c'est souvent leur problème, c'est de se dire... Je veux bien investir, mais il faut que ça rapporte. J'ai quelqu'un qui ne produit rien et qui a un coût. Et de nouveau, dans la transversalité, ça coûte plus cher. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et puis, c'est de fédérer l'ensemble de l'équipe parce que c'est un projet vraiment collectif. Il n'y a pas que le capitaine qui le porte. Et il doit faire en sorte que tout le monde y adhère. On en parlera de ces freins tout à l'heure. Jérémy Trussard, on entend que c'est une nécessité, voire une opportunité. En tout cas, Florence Fernet, moins clairement, dans ces 45% d'entreprises wallonnes et d'entrepreneurs wallons qui estiment que c'est une nécessité et une opportunité. J'imagine aussi qu'il y a des clients qui considèrent ça comme un luxe. Qui considèrent ça comme un luxe au niveau du coût. Peut-être, on l'a vu ici avec l'explication, c'est effectivement on va avoir plus la taille de l'entreprise est petite, au plus on va avoir quelqu'un qui va devoir se consacrer à ça. Et du coup, on va peut-être plutôt avoir besoin de quelqu'un pour aider à le faire. La consultance. On parlait de la consultance, par exemple. On parlait tantôt d'essais-erreurs en introduction. Effectivement, on peut démarrer aussi comme ça, avec des solutions où on essaye certaines étapes, parce que je pense que ce n'est pas toujours nécessaire de démarrer partout. On n'est pas obligé de faire un Big Bang. Ça représente un coût. Enfin voilà, on l'a évoqué ici, ça représente un coût. Des machines, des serveurs, du câblage, et puis des logiciels, des licences, et de la formation, tout ça coûte. Et effectivement, il y a le coût au changement. À ne surtout pas sous-estimer. Quand une équipe doit changer son process, l'accompagnement aussi à ce changement. Il n'y a pas que l'accompagnement au nouvel outil qu'on va utiliser, comment l'utiliser. Il y a aussi le changement dans le métier de tous les jours. Qu'est-ce qui va changer dans les méthodes de travail, c'est ça. Est-ce que le Covid a changé un petit peu, André Blavier, Jérémy Trussard? Est-ce qu'on a senti quand même, avec le Covid, une augmentation ou à contrario un ralentissement? Est-ce que ça a changé au niveau des mentalités par rapport à cette digitalisation? Il y a eu clairement un effet, comme citoyen, on le sent en prenant qu'un exemple du paiement mobile, qui a connu un boom énorme du fait de dématérialiser l'échange d'argent. Mais oui, au niveau des entreprises, il y a eu une prise de conscience énorme, puisque le baromètre qu'on a fait a été publié en 2023, mais il date de 2022, donc il était juste après. Et on a senti sur toute une série de chiffres une augmentation forte, parce que, notamment sur la partie équipement, puisque ce baromètre, il est sur 4 axes. Le premier, c'est quelque part la base de tout, c'est l'équipement au sens
physique, technique et au sens logiciel, là on voit des augmentations sensibles, notamment sur le cloud computing, parce que tout d'un coup les entreprises se sont dit, oh là là, si jamais ça se reproduit une deuxième fois, je dois être prêt. Ça veut dire que du jour au lendemain, quelque part, mon mode de fonctionnement doit être presque complètement dématérialisé, puisqu'il y avait plus personne dans les entreprises. Donc clairement, il y a eu un effet important. Là où on l'a constaté aussi de manière très très forte, c'est au niveau de tout ce qui était digital marketing. Alors, pas nécessairement de la vente en ligne, d'abord parce que ça ne se prête pas pour tout le monde, mais en tout cas sur la communication sur le réseau, il y a eu un boom énorme parce que de nouveau, à un moment donné, c'était la seule possibilité d'encore communiquer avec sur le terrain. Puis on se rappelle aussi les 6 premiers mois de 2020, les pénuries en termes de matériel informatique. Il n'était plus possible de trouver des laptops, de trouver des tours. Les sites étaient complètement démunis par rapport à ça. Les grossistes n'avaient plus de stock. Non. Vous avez aussi rencontré ça on a vu ça dans des sociétés assez grandes, du coup, qui ont tout d'un coup eu besoin, qui étaient équipées par des ordinateurs de bureau. Et leurs employés sont retrouvés avec la possibilité, heureusement pour eux, de pouvoir faire du télétravail parce que le travail le permet, mais sont retrouvés sans leur équipement. Et c'est vrai qu'acquérir tous ces portables était assez compliqué. Ouais. Le Covid vous a fait réfléchir aussi au niveau digital? Alors au niveau de la production, on sait bien que c'était plus compliqué, forcément, notamment avec les points de vente qui ont été fermés, on ne vient pas là-dessus. Mais par rapport à votre réflexion digitale, ça vous a aussi appris des choses, le Covid? Oui, ça a pu nous apprendre des choses, mais il faut savoir que nous, pendant le Covid, on a continué à travailler non-stop. Vous étiez métiers prioritaires ou c'est ça, indispensables. Et donc, oui, mais on a réfléchi parce que on avait des moments, par exemple, où il nous restait de la marchandise et on avait mis au point quelque chose qui était vraiment un peu archaïque, c'est que des gens puissent nous dire, moi, si vous avez du stock, on est intéressé, mais alors, bon, c'était le numéro de téléphone, après, genre de etc. Oui, mais bon, tout à fait artisanal. Et donc, moi, je sais, c'est pas le Covid qui a vraiment changé quelque chose, mais moi, je suis sans cesse en questionnement sur demain, est-ce qu'un jeune va encore prendre le temps de s'arrêter pour aller chercher un pain dans une boutique à un moment? Donc, si c'est pas le cas, qu'est-ce que c'est l'avenir du commerce en général? J'en sais rien aujourd'hui, mais j'ai quand même un peu de doute. Et donc, il va falloir aller là où les gens sont, peut-être revoir des approches de livraison sur des quartiers, dans les entreprises, dans tout ça. Et marrant, tout ça, ça demande des logiques. Au boulanger, dans les quartiers, oui, moi j'ai connu ça chez mes grands-parents. Donc Et c'est là que le digital est puissant parce qu'il offre des outils de gestion qui sont hallucinants. Ouais. Alors après, il faut trouver les moyens de les mettre en place. Et ça, c'est la difficulté de la PME. Entre 5, 50 personnes, ça fait un monde de différence. Justement, vous tendez la perche. On a des PME qui nous regardent ou qui vont nous regarder en différé, qui se disent mais oui, mais non, mais comment, pratiquement, c'est quoi les premiers jalons? C'est quoi les premiers conseils qu'on peut donner de la part d'un intégrateur? C'est quoi les premières réflexions quand on se dit je sens que j'ai plus trop le choix, je dois y aller, mais j'ose pas, moi l'informatique, je sais difficilement utiliser mon propre GSM, donc comment on réfléchit? C'est quoi les premières bases pour les premiers conseils qu'on peut donner à un entrepreneur? Alors si déjà on a peur, il faut pas y aller tout seul. Oui. Si on a peur et qu'on ne veut pas... Et même si on n'a pas peur, est-ce qu'il faut y aller tout seul? On peut déjà au moins réfléchir et essayer de voir un peu ce qu'il y a sur le marché. Par contre, si on a peur et qu'on sait qu'on ne va pas s'en sortir, alors il vaut mieux pas essayer, sinon on va se dégoûter et on ne le fera pas. Alors que si on se fait aider sur le démarrage et même le suivi de ce démarrage, on va vite pouvoir avoir des résultats. On va, comme je disais tantôt, la plupart du temps, je ne pousse pas, moi, au Big Bang. Donc, on va d'abord faire les premières étapes. On va avoir une gestion de la relation client, une gestion des devis, une gestion des factures. On va essayer d'avoir vraiment ce qui va nous donner vraiment une image aussi, mine de rien. Et un gain de temps.
et le gain de temps sur tout ça. C'est ça l'argument, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions, et je voyais qu'il y a une grosse disparité aussi au niveau des âges, hein, entre les entrepreneurs de moins de 35 ans qui a de mémoire 70%, ou pas loin de 70%, sont très acculturés et convaincus de l'informatisation, de la digitalisation, et à contrario des entrepreneurs de plus de 55 ans. Ben oui, forcément, il y a du générationnel. Ben, on le voit dans la vie de tous les jours, mais il y a aussi cette crainte du vocabulaire, il y a cette crainte de rentrer dans un monde où on parle d'IP, de LAN, de WAN, de RAID, de machin, enfin je vais arrêter là, je suis un peu geek, donc je comprends plus ou moins ce que je dis, mais là on vient déjà de perdre tout le monde, quoi. Cette crainte, elle est réelle. Quand vous êtes contacté par un prospect, par un entrepreneur, j'imagine que c'est des choses qui, au départ, si vous citez un mot un peu technique, il y a un effet de recul. Et justement, on essaye de ne pas les citer. C'est tout là, on va essayer utiliser, mais voir l'impact que ça va avoir. De vulgariser, de donner des mots. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de l'automobile avant. J'essaye souvent de faire des liens, de faire une image avec le secteur de l'automobile. Alors, je n'ai pas d'exemple comme ça maintenant, mais... Et tout de suite, on comprend, on se dit « Ah oui, ok, ouais, j'ai compris. Est-ce que l'ADN Digital Wallonia offre des aides, des outils pour justement cette mise en mouvement de la digitalisation d'une PME, ou voire même d'un petit indépendant, d'un indépendant, de n'importe quelle entreprise. De n'importe quelle entreprise. Oui, tout à fait. Je dirais même pour démarrer, donc vous avez évoqué ce baromètre entreprise qu'on réalise tous les 2 ans. Il y en a un qui est en cours pour le moment. Il est organisé sur base d'un questionnaire avec 4 axes. J'ai déjà évoqué le premier, qui est celui de l'équipement, on va dire, de l'infrastructure logicielle technique. Il y a un axe sur l'organisation, on l'a évoqué, qui est extrêmement important, qui comprend toute la partie ressources humaines, formation, etc. Il y a une partie sur la digitalisation des processus. Souvent, avant de faire de la transformation, il faut d'abord digitaliser les processus, c'est-à-dire améliorer grâce à l'informatique ou au numérique tout ce qui fonctionne déjà. Et puis, la dernière étape, c'est vraiment l'étape de paperless transformation, c'est ça, oui, et de presque parfois de changer son business. En fait, ce qu'on a fait, c'est que ce questionnaire qui est très riche et qui nous permet d'avoir ces statistiques très précises sur la Wallonie, on le met à disposition des entreprises. Donc, il suffit de taper Digiscore Digital Wallonia, ou c'est digitalwallonia.be/Digiscore. N'importe quelle entreprise peut gratuitement faire ce test, obtenir ces résultats personnalisés, et aussi, parce que c'est vraiment important, se comparer avec des entreprises de même taille ou de même secteur. Parce que je pense que pour démarrer une stratégie dans le numérique, surtout si on ne sait pas très bien où on va, la première chose, c'est comme quand on va chez le médecin, il faut un diagnostic. Savoir où on en est, et aussi voir les points qui sont peut-être des points faibles, et se rendre compte qu'avant de démarrer quoi que ce soit, on a par exemple un point très faible au niveau de l'infrastructure ou de logiciel ou de la formation ou que sais-je. Ça ne sert à rien de se dire qu'on va tout transformer si on a la quasi-totalité de son personnel qui est en fait non acculturé au sens technologique du terme. Ça, c'est un premier élément. Une fois qu'on a ce résultat, effectivement, il y a toute une série d'aides directes qui sont essentiellement via les chèques entreprises qui permettent de mettre en place, je vais dire, des petits projets ou de démarrer des études d'opportunités sur des projets. Certains sont plus ciblés, par exemple sur la cybersécurité. Voilà un bon exemple d'éléments qu'on peut très bien mettre en œuvre sans nécessairement réfléchir à une transformation numérique au sens vraiment lourd du terme. Ça veut dire okay, sécuriser son réseau tout simplement correctement. Et alors, on n'a pas encore sorti, j'allais dire, le buzzword qui est inévitable aujourd'hui, qui est l'IA, l'intelligence artificielle. Là, on a des dispositifs qui sont mis en place dans le cadre de nouveau de Digital Wallonia, du programme dédié à l'intelligence artificielle Digital Wallonia for AI. Il y a 2 types d'appels à projets essentiellement pour le moment, Start et Tremplin, qui fonctionnent très très bien. Et c'est un bon exemple, parce que c'est presque une métaphore qu'on peut prendre pour n'importe quel projet informatique. Le Start IA, c'est vraiment identifier le use case, donc le cas d'usage dans l'entreprise où l'IA peut rendre un service. Parce que si c'est pour faire de l'informatique pour de l'informatique ou du numérique pour le numérique, ça ne sert à rien. Et donc, on fonctionne vraiment en se disant, OK, je veux faire un test avec l'IA, mais je vais le faire pourquoi et comment est-ce que ça va trouver sa place dans l'entreprise. Je ne vais pas citer un concurrent de Carrément Bon ici, mais si vous suivez un peu l'actualité dans le monde, il y a des gens qui font des tartes qui sont très appréciées aujourd'hui. Ils ont participé à un appel à projet IA comme ça. Le résultat, c'est une économie de 2% sur les matières premières. Ce qui peut être énorme.
On évoquera justement l'IA dans quelques instants, puisque depuis 3 semaines, on a un acte européen, l'Artificial Intelligence Act, l'AI Act, pas facile à prononcer pour un francophone. Je suis allé rencontrer justement un assistant du CRIDS à l'UNAMUR qui nous expliquera un petit peu cet acte qui est, mine de rien, d'application depuis 3 semaines dans l'ensemble des entreprises de la communauté européenne. Donc ça vaut quand même la peine de savoir. Et on fera une émission spéciale sur l'IA prochainement, promis. Parce qu'il y a plein d'outils aussi au niveau marketing qui existent, donc on ira vers l'IA. Je reviens sur ce que vous disiez. Est-ce qu'il y a des modèles réplicables, duplicables, soit par taille d'entreprise, comme vous disiez, soit des modèles sectoriels, pour quelqu'un d'un même secteur, d'une même taille d'entreprise, qui voudrait s'y mettre, et est-ce qu'il y a des modèles qui peuvent éventuellement être réplicables? J'imagine que les besoins par secteur sont plus ou moins les mêmes. Oui et non, vous me direz quelle bonne réponse. Alors oui, sur des intangibles, la connectivité, l'équipement, la virtualisation. Enfin, aujourd'hui, si quelqu'un vous dit je vais installer tous les serveurs de mon entreprise dans l'entrepôt ou dans le garage, je vous dis il y a sans doute un problème. Donc il y a des intangibles, et c'est notamment ce que le DigiScore va permettre d'identifier, c'est-à-dire de vérifier sur un certain nombre d'éléments, la sécurité, la virtualisation, la digitalisation de processus de base, facturation, etc., la formation, tout ça. Je veux dire, c'est la couche de base. Après, quand on entre dans la partie qui est plus transformative, là, il y a vraiment un élément clé qui nous est apparu depuis les années qu'on suit ça, c'est que d'un secteur à l'autre, on doit personnaliser le support qu'on amène. Je parle au niveau de la Wallonie. Il est évident qu'entre une entreprise manufacturière qui travaille pour le secteur de l'automobile et quelqu'un qui est dans le commerce de détail, de proximité, les besoins sont totalement différents. C'est pour ça qu'on a lancé, dans le cadre de Digital Wallonia, tout nouveau, on a vraiment une vision stratégique par rapport à ça. Je tiens quand même à le souligner, on critique souvent la Wallonie, mais sur ce plan-là, on a vraiment mis en place des tracks précis. On en a un qui est dédié à tout ce qui est commerce de proximité, en ce compris profession indépendante. On a des programmes pour la construction, l'agriculture. Un des très gros programmes, c'est sur l'industrie, parce que s'il y a bien un domaine dans lequel on dit « oulala, le numérique est en train de tout tuer », c'est faux, l'industrie. J'invite les personnes qui nous regardent ou qui regarderont l'émission par après à aller jeter un coup d'œil sur les Factories of the Future. C'est dans le cadre du programme sur l'industrie du futur, il y a en Wallonie des entreprises qui suivent des assessments. C'est au niveau national, mais il y a des Wallons dedans. On en a aujourd'hui plus d'une vingtaine. Et là, vous avez des entreprises où vous avez une transformation par le numérique qui est absolument saisissante. Et un point que je tiens à souligner, parce que c'est peut-être aussi un message important à faire passer aux gens, c'est que les employés, le personnel qui travaille dans ces entreprises, ils ont une fierté par rapport à cette transformation réussie. Vous voyez des usines où, c'est plus des usines, ce sont presque des laboratoires. Et un point commun de toutes ces entreprises, c'est l'immense fierté des personnes qui y travaillent, se rendant compte qu'ils sont dans un domaine où l'innovation a permis vraiment de développer l'entreprise et de la maintenir en Belgique. Vous avez des sites de production qui auraient dû se trouver en Pologne, qui se trouvent en Wallonie, parce qu'en Wallonie, on a pu développer un niveau d'innovation. Il y a un côté rassurant aussi par rapport au dumping social qu'on pointe. Exactement. Souvent et ça passe, comme vous le disiez tout à l'heure, par le fait que l'ensemble du personnel participe au projet et qu'ils comprennent pourquoi ils ne vont pas nécessairement être remplacés par un robot, mais travailler avec le robot. C'est ça, les métiers changent. Mais on l'évoquait justement, et on va passer à ces freins. On a déjà un petit peu évoqué ces freins. Mais l'un des freins, c'est effectivement le personnel. Alors, ce n'est pas lui-même le frein, évidemment, mais c'est sa volonté, sa capacité, sa vitesse aussi d'intégration de nouveaux outils digitaux. Outre le fait que l'entrepreneur lui-même doit évidemment se convaincre de l'opportunité que ça représente, derrière, il y a du personnel. Les opportunités de business, c'est peut-être un petit peu moins leur quotidien. Ils sont les mains dans la pâte ou dans la facturation. Comment c'est pris, justement, à la fois cette digitalisation, mais aussi cette remise en question récurrente, cyclique d'outils qui, peut-être, du jour au lendemain, vont changer parce qu'il y a de nouvelles choses sur le marché. Comment c'est pris par le personnel ? Mais disons que c'est là que la communication est indispensable, parce que dans tout ce qu'on entend sur la digitalisation, il y a toujours un aspect de peur. Est-ce que cette digitalisation, ça va rester un outil ou un but en soi, en fait ? Est-ce que c'est un nouveau collègue ou est-ce que c'est le nouveau moi, oui. quoi, oui, voilà. Disait, quand on conscientise que c'est un outil au service de l'homme,
eh bien, on peut commencer à adhérer et d'y trouver les effets positifs, le gain de temps, l'organisation. Comment vous arrivez à convaincre que justement, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à cet outil et que ça restera un outil et pas un robot producteur de pain qui va liquider le personnel? Parce que c'est ça, évidemment, la crainte. En leur montrant le bénéfice qu'ils vont pouvoir avoir en utilisant tout ça. Ça représente aussi, j'imagine, des formations plus basiques, parce que tout le monde n'a pas une formation ou une culture, on parlait d'acculturation, on dira sans doute encore quelques fois ce mot-là aujourd'hui, mais n'a pas cette culture du digital ou du numérique. Il y a des gens qui utilisent un GSM 3 fois par jour juste pour appeler ou envoyer un SMS. Point à la ligne, il ne faut pas leur demander. Oui, mais il y en a chose. de moins en moins aussi, parce que tout le monde a son... Enfin, il est de plus en plus rare d'avoir juste un petit GSM, donc on commence à avoir... nous, on communique avec l'envoi de vidéos, de petits films. Il y a une dynamique comme ça qui s'active, qui s'actionne, qui remet de la vie dans l'entreprise, même s'il y a de la distance. Et c'est magique. Bon, le but, ce que doit faire le dirigeant, c'est de trouver les personnes qui vont être les personnes clés, qui vont driver les ambassadeurs du projet et qui vont l'amener vers les plus réticents. Et c'est comme ça qu'on avance. Et quand tout le monde a trouvé que ça avait du sens, parce que le gain de temps, etc., je veux dire, personne ne gagne du temps à écrire des notes partout. Et donc voilà, ça n'est plus... Il y a un moment où l'effet de taille fait que ça n'a plus de sens. Et donc, oui, il y a des gens plus réfractaires à qui on a appris à faire quelque chose et qui vont continuer à le faire, sauf si on les contraint à un moment à changer. Mais il y a un moment où tout le monde voit l'atout de ce genre de changement. Jérémy Trussard, la formation, c'est aussi, voilà, c'est un des freins importants, en tout cas quand il y a du personnel derrière, parce que des nouveaux outils, c'est bien de les intégrer, de bien correctement, techniquement, les paramétrer en fonction des besoins du patron et en fonction des besoins des workflows de l'entreprise. Et derrière, il y a des gens qui vont l'utiliser. Vous êtes vu comment quand vous débarquez dans une entreprise par le personnel? On parlait tantôt de comment ils vont le considérer. Il faut aussi, en fait, au plus vite, au plus tôt, on embarque les utilisateurs dans le processus, au mieux, au plus de chances on se donne pour que ça aboutisse. Si on attend, on fait toutes les discussions avec le dirigeant, avec une seule personne... Et que vous débarquez avec 25 nouveaux PC, bam! Voilà, on arrive, voilà, c'est ça qu'il faut utiliser, tu dois cliquer là, là et là. Il y a plus de risques. Donc il y a un besoin aussi pour l'employé, pour le salarié, il y a un besoin de comprendre le sens fait, de cette digitalisation. Et c'est même fondamental pour la gestion du changement. Je ne connais pas parfaitement les étapes du changement dans cette gestion, mais il y en a une qui est l'acceptation, la compréhension. Donc, en gros, tant qu'ils n'auront pas compris, tant que l'utilisateur et les employés n'auront pas compris en quoi ce nouvel outil ou ce nouvel système, outil, voilà, cette nouvelle organisation va leur apporter une aide dans leur travail de tous les jours, ça va être, il va y avoir de la friction. Ce côté fierté, vous l'avez déjà rencontré chez certains de vos clients, ce côté... on y est tous arrivés ensemble, ça n'a pas été facile. Moi, je n'étais pas convaincu au départ, mais on s'est tous convaincus. Maintenant, bon sang, ça tourne bien. Et on a peut-être plus le temps d'aller prendre un café à 10h30 qu'on avait moins le temps qu'avant. Vous l'avez, ça Oui, et c'est bizarre parce que c'est souvent chez ceux où c'était le plus difficile à démarrer. Ceux chez qui on est arrivé et qui ont dit « on a toujours fait comme ça, pourquoi je vais changer ?» Le fameux « on a toujours fait comme voilà. ça ». Et ceux qui ont réussi à passer au-dessus de ce on a toujours fait comme ça et qui se rendent compte après le temps que je gagne, effectivement, peut-être qu'ils vont aller prendre le temps pour aller boire un café. Et retrouver du lien social avec des collègues, parce que mine de rien, c'est important. Ils pourront faire tout ça. Et voilà, c'est marrant parce que c'est souvent avec ceux chez qui il y a eu le plus de difficultés au début qu'après, ils en sont encore plus fiers. Autre frein, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le coût. Parce qu'au-delà de se dire il faut que j'y aille, il faut aussi que je puisse me le payer et donc que ça rapporte quelque chose. Vous évoquez que pour une PME, l'investissement, il doit être rentable. Il ne s'agit pas d'un investissement de luxe, comme je le disais tout à l'heure. C'est quoi les arguments d'intégrateur face à cet argument de coût qui doit inévitablement, et sans doute très tôt dans les discussions, arriver sur la table? Le coût, on va essayer de
de le mettre évidemment en proportion avec l'environnement. Il faut un peu démystifier. Ce n'est pas non plus impayable. C'est possible. Ça dépend aussi, j'imagine, ça dépend du besoin, de jusqu'où on veut aller. Mais je veux dire, pour démarrer, j'ai beaucoup de clients, c'est des indépendants, seuls, et qui l'ont fait. Je veux dire, c'est possible, c'est dans un budget d'un indépendant, d'une très petite PME. Il y a des CRM ou des outils gratuits, même pas que CRM d'ailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer commencer avec un outil gratuit, une suite Google, une suite Microsoft, mais ce n'est pas tout à fait gratuit. Ouais. Je n'ai pas de troisième marque en tête, mais où je veux en venir. Il y a des outils qui sont gratuits. Est-ce que cette digitalisation d'un business, quel qu'il soit, peut commencer par ces outils-là? Ou est-ce qu'il faut d'office investir dans des outils payants? On peut démarrer là-dedans, mais il faut savoir qu'un outil... un outil même payant, on va tourner à 25-30 € par mois par utilisateur. Je veux dire, pour une PME où on va avoir besoin de 3 ou 4 utilisateurs, c'est pas encore un coût... C'est encore soutenable pour... à condition que ça soit rentable, parce que ça représente quand même 1200 € par mois. J'imagine que derrière, il y a aussi de l'investissement matériel. Alors, OK, de l'amortissement, il faut quand même sortir ça des caisses au départ. Donc, Exact. Donc, il faut que ça soit rentable. Il faut pouvoir, comme on disait tantôt, pour les employés, il faut pouvoir leur montrer que ça va leur servir. Et aux dirigeants, il faut qu'ils puissent se rendre compte que ça va lui permettre au moins de rentabiliser l'investissement. Dans le top 3 ou dans le top 5 des outils qui n'existent pas et qui existent après ou qui arrivent à convaincre les dirigeants, on a quoi? Facturation, gestion des clients, gestion des stocks, site internet. C'est quoi le top 5 en termes de digitalisation, de priorité? On va pratiquement tout de suite avoir la gestion de la cliente, des relations clients, donc le CRM. Ça, on va très souvent démarrer là. Et en fait, on va suivre la vie du parcours de vente, en fait. C'est ça. De notre CRM, on va avoir des devis, on va avoir des factures. Ça, je vais dire, c'est le morceau qu'on fait le plus souvent pour un indépendant, parce que pratiquement tous ont ces 3 éléments-là. Et là, par contre, on gagne beaucoup de temps. Là, on va gagner énormément de temps. Phare de machin... Oui. Si on le met en perspective avec un indépendant qui fait pour le moment ses devis sur un papier et qui ne relance jamais, par exemple. On en entend, parce qu'ils n'ont pas de suivi. Secteur de la construction, par exemple. Ils n'ont pas de suivi, donc ils n'ont pas de relance de leurs clients. C'est une perte. Vous parlez à n'importe quel formateur en vente, il va vous dire c'est pas possible. Et puis la facturation... là, maintenant, on va en avoir beaucoup maintenant avec cette obligation pour 2026, qui va être cette facturation électronique. Et donc, il y en a beaucoup qui, maintenant, se disent « je vais devoir le faire ». On parlait tantôt d'opportunité. Là, ça va être une opportunité. Ils vont se dire « bon, allez, je dois quand même faire ma facturation, je vais prendre les étapes d'avant ». Oui, et parce que vous parlez effectivement d'obligations, il y a aussi maintenant une lame de fond qu'on sent venir aussi avec la nouvelle majorité et les différentes déclarations de politique générale, qui est cette simplification administrative. Cette simplification administrative, elle va passer nécessairement par le digital. Donc il va falloir être prêt. C'est déjà le cas. Idéalement, il faudrait qu'elle intervienne avant, parce que c'est un peu en dehors du débat, mais le mythe de on digitalise pour simplifier, c'est prendre le problème à l'envers. Il faut d'abord ça, parce que si vous avez une procédure de 25 étapes, vous avez beau la digitaliser, il y aura quand même toujours bien 25 étapes. Ce sera peut-être un peu plus rapide, peut-être un petit peu plus sûr, mais certainement pas plus simple. Mais la couche digitale, c'est plus un transfert du travail vers le dirigeant. Peut-être revenir, parce que la question que vous posiez par rapport à finalement quels sont les projets les plus fréquents quand on digitalise. Je pense que aujourd'hui on est quand même à un moment, on se rend bien compte, je pense que instinctivement, si on écoute l'actualité, simplement, je parlais d'IA tout à l'heure, mais cybersécurité, robotique, etc., on sent quand même clairement qu'on est dans un moment de rupture. Je pense qu'aujourd'hui, pour les entreprises, il y a un challenge absolument fondamental qui n'est pas encore pris en compte de manière assez globale et de manière assez systématique, c'est celui de la donnée.
En fait, l'informatique aujourd'hui ou le numérique aujourd'hui, il est de plus en plus virtuel. On l'évoquait tout à l'heure avant le débat, sous forme de boutade. Mais si Google et Microsoft et Amazon coupent leur robinet aujourd'hui, c'est 75% de l'informatique mondiale s'arrête, puisqu'aujourd'hui c'est virtuel. Pour rajouter les Amazon Web Services, AWS, oui, c'est ça. Là, c'est quasiment 95%. Voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc ça pose plusieurs questions. La première, je sais qu'on a tendance à dire qu'il ne faut pas parler technique aux gens. Je ne suis pas complètement d'accord. Parce qu'à force de ne jamais parler technique aux gens, les gens ne comprennent pas les enjeux techniques qui sont en train de se passer, notamment celui du cloud computing, qui est un terme... Alors, quand on parle cloud computing, je suis désolé, on avait dit qu'on ne parlait pas technique, mais les gens, ils ont le réflexe... On peut traduire ça par l'informatique dans le nuage. Ce que le commun des mortels, si vous me permettez l'expression, va traduire par Dropbox ou Google Drive. C'est ça, tout à fait. Sauf que ce n'est pas la réalité des choses. Quand on utilise Teams ou Zoom ou ce type d'outils, on est dans le cloud. Quand on regarde un film sur Netflix, on est dans le cloud. Quand on s'échange des photos sur Facebook, on est dans le cloud. Quand on utilise des outils comme 365, pour ne pas citer la marque de Microsoft, on est dans le cloud. Dès qu'on n'a pas une clé USB ou une carte SD, c'est aujourd'hui la seule solution viable pour faire de l'informatique. Mais ça veut dire aussi que, quelque part, on devient dépendant de ces plateformes. Et je pense qu'il y a un vrai challenge à la fois pour les intégrateurs, les gens qui sont dans le secteur du numérique, donc pour les offreurs, et pour la demande, c'est-à-dire les entreprises qui utilisent ces outils dans le cadre de leur métier, c'est finalement d'avoir quand même un minimum de contrôle et de compréhension de comment les outils numériques que l'entreprise utilise sont paramétrés sur ces plateformes. J'ai mon site web qui dorénavant est hébergé chez Amazon, pour ne pas le citer. Il est hébergé comment, avec quelle puissance, avec quel coût, avec quel contrat, dans quel pays, ce genre de choses. Donc ça, c'est un premier élément. Donc, attention à ne pas croire que parce qu'on n'est pas dans l'informatique, on ne doit absolument rien comprendre. Alors, votre métaphore avec le secteur automobile est intéressante. Je ne suis pas du tout technicien automobile, mais enfin, si je dois choisir une voiture, j'ai quand même un minimum de compréhension de quel type de voiture j'ai besoin, comment s'arranger, etc. Pas un minimum. Et le deuxième élément, je reviens sur ce que je disais juste avant, je pense qu'on est dans... la plupart des entreprises sont devant un challenge énorme qui est celui de la donnée, parce que derrière la donnée, il y a l'intelligence artificielle. Tout le monde parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais de l'intelligence artificielle sans carburant, ça ne marchera pas. Et le carburant de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Et je dirais que le challenge devant toutes les organisations, entreprises comme service public aujourd'hui, c'est une maîtrise de la donnée. Quand on parle de CRM, fondamentalement, c'est jamais qu'un outil qui manipule des données. Mais c'est vraiment cette idée que les entreprises comprennent que dorénavant, leur business passe en grande partie par une capture, une gestion et une utilisation des données qu'elle produit, qu'elle échange avec ses partenaires, etc. Et ces données ont une valeur. Ça aussi, ça fait partie de la valorisation. Pour prendre des exemples que tout le monde connaît, c'est un peu tarte à la crème, mais tout le monde comprendra. Prenez une entreprise comme Airbnb, c'est une entreprise qui ne fonctionne qu'avec de la donnée. Ils possèdent pas d'hôtel, ils possèdent pas... Ce n'est que de la donnée. Et pourtant, ce sont des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre aujourd'hui. Et si on veut prendre ce virage de l'IA, j'imagine qu'il y aura on fera un petit encart tout à l'heure, effectivement. On ne peut pas le faire si on n'a pas la maîtrise de la donnée. Alors, données, vous parliez effectivement de grandes marques qui font du cloud computing ou du cloud hosting. Il y a aussi la possibilité de le faire soi-même. Il y a des logiciels qui existent. Il y a on peut louer un serveur en Europe. Il y a plein de serveurs qui hostent ici en Europe et qui ont des data centers en Europe. On a des solutions type OwnCloud, là on devient un petit peu dans le technique aussi, qui permettent aussi ce genre. Alors, parfois, pas aussi développé, on est d'accord, et peut-être un peu moins friendly, user-friendly. Enfin, c'est aussi des choses qui existent en termes de data. On n'est pas non plus toujours obligé d'aller vers le grand opérateur. Je fais un lien quand même rapidement avec le volet sécurité informatique. On en a parlé tout à l'heure. C'est aussi un volet qui, j'ai l'intuition, et chez certains entrepreneurs, quelque chose dont on ne veut pas trop s'occuper. Il y a un antivirus, on le paye, point barre, c'est suffisant. Alors les résultats du baromètre sont très interpellants de ce point de vue-là, parce que la perception qu'on a quand on regarde les chiffres, c'est que ça va mieux qu'avant.
Et en fait, pour le coup, là, on a des doutes par rapport à l'analyse de ces chiffres en se disant qu'il y a deux raisons pour lesquelles on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de problème. C'est que, effectivement, il n'y a pas de problème et surtout qu'on n'a pas vu le problème. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Quand on le voit, il est un peu tard, généralement. Il est un peu tard. Alors, c'est aussi un domaine sur lequel on a un programme absolument dédié, donc Cyberwall by Digital Wallonia, sur lequel il y a notamment... Alors, j'ai parlé du chèque tout à l'heure. Il y a un chèque qui est vraiment dédié à la cybersécurité. J'invite toutes les entreprises qui peuvent... Digital Wallonia et ADN.be et Digital Wallonia.be. ADN, c'est l'entreprise, le service public de la Wallonie en charge, où je travaille, en charge du numérique. Digital Wallonia, c'est une stratégie publique globale qui va depuis l'école en passant jusqu'à les smart cities, etc. et notamment la partie entreprise. Et donc, au niveau de la cybersécurité, on a aussi aujourd'hui des simulateurs d'attaque. On est en train de mettre en place toute une série de roadshows pour montrer, pour voir comment ça se passe. Que on n'a aucune idée finalement de la multitude de scénarios possibles. On est tous, je pense, relativement au fait maintenant qu'il peut y avoir des phishing ou que si on vous dit que vous avez gagné 50 millions de dollars, qu'il suffit d'en verser une partie. Et là, en parenthèse, pas une bonne idée. Et là, en parenthèse, la formation du personnel est hyper importante. Parce qu'effectivement, le phishing, on est à un clic de l'ensemble des fichiers d'un serveur qui sont On a fait une campagne là-dessus et je dois dire ça a très très bien marché parce que les gros groupes qui sont eux-mêmes victimes de ce type d'arnaque ont participé avec nous, des gens comme It's Me, Proximus, Tech, etc. Parce que les changements de nom, les noms qui se rapprochent mais qui ne sont pas les bons. Mais ça nous ramène à la question de la formation extrêmement importante que vous avez appelée tout à l'heure. Je pense que là où il y a une difficulté dans les entreprises aujourd'hui, c'est aussi de tenir le rythme de l'innovation, parce que l'innovation avance, donc la formation doit avancer. On sait qu'elle avance toujours avec un petit peu de retard. Et on a remarqué, parce que c'était un des paramètres qui n'étaient pas les meilleurs dans le dernier baromètre qu'on avait fait, c'était le recul, quelque part, de la dynamique de formation dans les entreprises. Alors, qui peut être expliqué par beaucoup de facteurs, mais je pense notamment qu'un des facteurs, c'est le fait que c'est compliqué. Quelle formation, pour quel profil, quelle priorité, donc c'est pas toujours évident. Et malheureusement, de manière alors plus globale, et ça c'est peut-être un message qu'on peut lancer aux plus jeunes qui nous regardent ou aux parents d'étudiants, s'il vous plaît, faites des études dans le domaine de l'informatique. On manque terriblement de talent numérique. Ça fait partie effectivement des moteurs. Mais c'est un vrai problème. Vous posez la question à n'importe quel entrepreneur, il va vous mettre dans le top 3, mais j'allais dire pratiquement toujours en première. On n'arrive pas à recruter. C'est ça. Sécurité informatique, c'est un point, parce que là, on parle effectivement de vocabulaire, phishing, ransomware, enfin, là, je pense qu'on a perdu encore quelques personnes. Mais c'est parce qu'il y a un vrai enjeu de perte ou de vol de data, parce que ça a une valeur, et tout simplement aussi, puisqu'on a digitalisé très loin, de perdre l'ensemble, c'est un lockdown de l'entreprise. C'est clair qu'on est conscient de tout ça, qu'on en parle, et c'est vrai qu'on s'appuie quand même fortement sur le service informatique externe qui travaille avec nous, pour qu'il verrouille bien les choses. Donc là, vous avez fait le choix d'avoir un service externe et de faire appel à un consultant, un contracteur externe en qui on met notre confiance pour qu'il mettent suffisamment de choses en sécurité. C'est un choix qui... garagiste des temps modernes. Oui, c'est ça, mais c'est un choix qui est guidé aussi en termes, quelque part, d'assurance ou d'assurabilité financière, que si jamais il y a un problème, il y a un sous-traitant qui va devoir répondre de ce problème-là. Je n'ai pas encore analysé la chose. C'est vrai que, dans la PME, on est... Ouais, donc on la est quand sécurité même souvent... pas... Non, mais je le sais, on le sait. Moi, pas plus tard qu'il y a une semaine, à peu de choses près, j'avais plus de page Facebook, parce qu'il y a eu des contacts, c'est tellement subtilement fait que, franchement, c'est très interpellant, très intrusif, très... Enfin, voilà, il y a beaucoup de malveillance dans tous ces secteurs-là. Et donc, franchement, il faudrait de nouveau que la PME ait une personne qui soit dédiée à conscientiser, faire attention, vérifier, etc. Ce sont des moyens qu'on n'a pas par rapport à la gestion opérationnelle de nos petites entreprises. Oui, et ou d'avoir un patron d'entreprise qui, en plus d'être un bon vendeur, un bon producteur, un bon comptable, un bon stratège, un bon marketing, soit aussi un bon informaticien et tant qu'à faire spécialisé en IA et en sécurité informatique. Il doit savoir tout faire. Évidemment. Il y a un moment, on ne peut pas
Mais non, mais tout bien sûr, connaître. évidemment. Donc on doit aussi pouvoir déléguer S'appuyer en sur, confiance. ouais. Et voilà. Maintenant, dans les faits, il faut bien se rendre compte aussi, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais une grosse partie de la sécurité informatique au sens technique du terme est en fait assurée par les plateformes dont on parlait tout à l'heure. C'est des clients chez Microsoft de nouveau, je pense que c'est un générique. Cette partie-là technique, elle est assurée par la plateforme. Là où je pense qu'il y a un vrai effort interne alors à l'entreprise à faire, c'est sur la formation, la sensibilisation, l'accompagnement. Moi, je pense que le parallèle le plus, et pour le cloud et pour la cybersécurité, un parallèle qu'on peut faire avec un métier que tout le monde connaît, j'espère que l'intégrateur à mon côté sera d'accord avec ce que je vais dire, c'est le courtier d'assurance. Le courtier d'assurance, on sait qu'on doit tous s'assurer, et c'est énervant, on n'y comprend pas grand-chose de plus que pour l'informatique la plupart du temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un spécialiste. Et finalement, l'intégrateur, la société informatique, son rôle, c'est de jouer, c'est quelque part ce courtier en disant que prends cette solution-là, fais attention à ça, je te conseille. C'est aussi, il faut admettre ça à un moment donné. Oui, mais il reste quand même le besoin de conscientiser au risque d'attaque. Oui, tout à fait. Et donc de bien se dire, parce que on est chez un hébergeur, on reçoit des mails qui nous disent vous devez renouveler ceci, renouveler cela, c'est du phishing, ça n'a pas de sens. Donc il faut vraiment conscientiser à l'esprit critique de attention, tu cliques pas trop vite. Et de se reposer la question, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Parce que c'est très présent dans les envois de mails, L'humain est la etc. faille principale. C'est souvent le problème effectivement, entre la grand souris nombre et... de mails que je reçois, c'est les clients qui me disent « j'ai reçu ça ». Alors c'est bien. Qu'est-ce que je fais? Alors c'est bien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas mal. normal? Oui, donc là, c'est dans les cas où ils le font, et c'est parfait. Mais ça veut dire qu'ils reçoivent quand même beaucoup de choses. Énormément. Et de plus en plus, on le voit sur les attaques et les chiffres qui sont communiqués par la Computer Crime Unit, sont d'année en année de plus en plus importants. On va avancer, les petits amis, il nous reste un gros quart d'heure. Et justement, parler d'IA, je le rappelle, donc depuis 15 jours, 3 semaines, l'Europe a activé l'Artificial Intelligence Act, l'AI Act, donc, qui est applicable à l'ensemble des entreprises sur le marché européen. Je suis allé rencontrer un chercheur et assistant du CRIDS, Michael Lognoul, pour ne pas le citer, qui nous explique en gros ce qu'est cet acte. Accrochez-vous, parce que c'est pas si simple que ça. C'est un acte de droit européen, un peu comme une loi en Belgique, qui va avoir vocation à s'appliquer directement, que vont devoir respecter tel quel les particuliers, vous, moi, les entreprises, ainsi que les organismes publics, les autorités publiques. Alors il concerne qui? Les citoyens aussi, seulement les entreprises? Qui est visé par cet acte? Alors, les opérateurs économiques, de manière générale, qui vont être en contact avec de l'IA. Ça va être ceux qui fournissent des systèmes d'IA, qui mettent leur marque dessus et puis le mettent en service ou sur le marché. Ça va être les importateurs, ça va être ceux qui vont distribuer plus avant les systèmes d'IA, et ça va être les déployeurs. Alors, les déployeurs, ce sont ceux qui vont utiliser les systèmes d'IA dans une perspective professionnelle. Donc, non pas monsieur et madame tout le monde qui utilise ChatGPT sur son ordinateur le soir à la maison pour soi-même, mais bien ceux qui vont utiliser des résultats générés par un système d'intelligence artificielle dans une perspective professionnelle. Ouais, donc ça concerne a priori quand même de plus en plus de personnes, puisque la mode est là aussi, on utilise beaucoup l'IA, même en entreprise, parfois même sans le dire. C'est un petit peu ces pratiques-là que vise cet acte. Alors, oui et non. On vise ces pratiques-là pour autant que les systèmes d'IA auxquels on a égard rentrent dans un certain niveau de risque, dans un certain niveau donc de réglementation. On a les systèmes qui génèrent des risques tellement élevés qu'on va considérer qu'ils sont interdits. Ce sont les pratiques d'IA interdites qui le sont d'ailleurs depuis le début de ce mois. Et puis, on a à côté de cela les systèmes d'IA qui génèrent des risques élevés, qui vont être fort régulés. Typiquement, c'est ceux-là dont il faut éviter de les utiliser
en secret, mettons, au sein d'une entreprise, mais ça concerne finalement un nombre de systèmes d'IA limité. Et puis, on a également les systèmes qui génèrent des risques limités. Ceux-là, ce sont typiquement les chatbots, les IA génératives, ou encore les systèmes qui font de la reconnaissance des émotions ou de la reconnaissance biométrique, pour autant qu'ils soient autorisés, qu'ils ne tombent pas dans la première catégorie, celle des systèmes interdits. Oui, donc ça veut dire que si j'utilise une IA pour écouter mes réunions ou mes visios, puis pour me faire un petit résumé, une petite to-do list après, a priori, c'est pas régulé par cet acte ? Alors, à nouveau, pour autant que vous fassiez cela dans une perspective professionnelle, vous allez entrer dans la catégorie des employés d'un déployeur, c'est-à-dire votre employeur qui vous donne accès à ce système d'IA. Et donc, à partir de là, vous allez devoir respecter probablement certaines obligations de transparence. Il va très plausiblement, au vu de ce que vous décrivez, s'agir d'un système qui génère des risques limités. Attention, un système qui génère des risques limités peut aussi être en même temps un système qui génère des risques élevés. Il y a une certaine porosité entre ces deux catégories, et donc il faut bien vérifier à quel type de système on a affaire. Alors justement, comment bien vérifier, comment analyser ces risques? C'est l'entreprise elle-même qui peut le faire via des outils, ou il faut un audit de la part d'une entreprise externe? Alors, pas besoin d'un audit de la part d'une entreprise externe lorsque l'on est un déployeur. On peut s'attendre à ce que beaucoup, en Belgique, ici à Namur, soient surtout des déployeurs plutôt que des fournisseurs de systèmes d'IA. Maintenant, lorsque l'on est fournisseur d'un système d'IA, lorsque l'on veut le mettre sur le marché avec sa propre marque, il va falloir réfléchir à quel type de système d'IA on a affaire, et pour ça, il faut regarder quel est l'objectif que va poursuivre le système d'IA, quel est l'objectif pour lequel on va mettre le système d'IA sur le marché. Sur cette base, on va pouvoir déterminer s'il s'agit d'un système qui est interdit. A priori, ce sera rarement le cas. On va voir ensuite s'il s'agit éventuellement d'un système qui génère des risques élevés. Et là, on va devoir avoir égard à deux annexes différentes du texte, l'annexe 1 et l'annexe 3. Et si on ne tombe pas dans ces deux premières catégories, potentiellement, on a égard à un système qui génère des risques limités ou, avec un peu de chance, un système qui génère des risques minimes, lequel sera non régulé, avec toutefois la possibilité de souscrire à des engagements sur base volontaire. C'est quoi le délai pour y arriver? Il y a un agenda, il y a un calendrier qui est mis en place? Alors, il y a effectivement un calendrier. On a une mise en application du règlement qui se fait de manière échelonnée. Depuis ici, début février, on a toute une série de dispositions, les premières qui sont entrées en application. Et donc, les pratiques interdites le sont désormais de manière effective, bien qu'il n'y ait pas encore de sanctions y associées. On a également une obligation pour tout déployeur ou fournisseur de systèmes d'IA de faire en sorte de promouvoir une certaine culture de l'IA au sein de son organisation, quel que soit le niveau de risque des systèmes d'IA concernés. Je vous avais dit, c'est pas si simple que ça. Alors évidemment, on a compris, il y a à la fois ceux qui développent des systèmes d'IA et puis ceux qui vont l'utiliser, les fameux déployeurs qui vont l'utiliser en interne. Un petit conseil, c'est un site internet, c'est le www.artificialintelligenceactenunmot.eu. Il y a sur ce site notamment un outil qui vous permet de vous auto-auditer sur votre utilisation de l'IA et de voir si vous faites partie d'une utilisation à plus haut risque ou à risque plutôt limité. On imagine que dans les PME, Jérémy Trussard, dans les PME namuroises, on va plutôt avoir des risques relativement limités et l'utilisation de quelques outils génératifs ou d'assistance, notamment aux réunions. Oui, voilà. Moi, c'est ce que je rencontre le plus dans les PME et les indépendants qui l'utilisent. C'est bien souvent la prise de notes sur des réunions. Ça leur fait gagner énormément de temps. Et pour moi-même, d'un point de vue, pour mon activité, parce qu'on fait aussi du développement, pour ce développement, on utilise effectivement aussi ces assistants d'intelligence artificielle qui existent déjà depuis longtemps sur les outils de développement. Oui, ouais. Une petite ligne de code comme dans Matrix, si vous ne suivez pas non plus toujours. Florence Ferdémont aussi, du côté de Carrément Bon, on commence à utiliser un petit peu l'intelligence artificielle, il y a des outils... Oui, on y pense, on collabore à
intégrer l'intelligence artificielle dans les prévisions des comportements d'achat, en utilisant toutes les données qu'on a collationnées au fil des années pour pouvoir éditer des listes de production qui vont être les plus proches d'une réalité. Bien. Ben voilà, on compte de différents critères. Et donc, c'est bien de s'y frotter parce qu'en fait, l'IA, ça reste un terme tellement générique qui peut faire peur, qu'on ne maîtrise pas et où on ne comprend pas bien comment ça peut fonctionner. Et en fait, rien que de l'aborder, on se rend compte que OK, l'IA, elle existe, mais à la base, la bonne réflexion stratégique, elle va quand même toujours venir de l'humain. C'est ça. Qui va se dire comment je vais rassembler avec différentes requêtes un comportement. Donc, c'est assez motivant. Et de nouveau, un gros avantage du digital, c'est de remettre tout en lien, en fait, et de remettre de la circularité dans un projet entrepreneurial. Donc, ça a aussi de beaux atouts. De ne pas figer le projet. On fera, promis, je vous le rappelle, une spéciale intelligence artificielle parce qu'on parlait de data. Clairement, il y a un enjeu de data aussi et il faut du volume pour nourrir un corpus d'intelligence artificielle. On parlait de sécurité informatique. On en reparlera aussi autour de l'intelligence artificielle parce que finalement, elle remet en débat pas mal de débats ou de questionnements qui ont lieu autour de la digitalisation du business. En quelque sorte, c'est la V2 ou la V3 de cette digitalisation. Le temps avance. Il y a un volet que je voulais rapidement aussi aborder. C'est le côté digitalisation, mais plutôt extérieur en termes de communication. Facebook, Insta, site Internet. Est-ce que je me lance dans de la vente en ligne de service ou pas? Comment est-ce que je fais ou pas un site Internet simpliste ou quelque chose qui évolue? C'est quoi la réflexion justement? Je me retourne vers vous en termes de présence Internet, de présence visuelle. C'est une stratégie d'abord, encore une fois, la stratégie, puis on met en place les outils. Oui, mais comme ancienne du monde de la com, c'est clair que la stratégie digitale à 360, ça fait partie des choses que je défends. Et donc, effectivement, il y a le site Internet qui est un signe d'image. Il y a l'utilisation de Insta et Facebook par rapport à la communication avec nos clients. C'est pas les mêmes personnes non plus. Il y a l'email marketing avec ceux qui sont dans notre base de données. Et puis, mais il y a encore toujours la communication de terrain avec le service, avec les gens. Donc, c'est vraiment la complémentarité de tout un système qui soit digital, soit réel, qui fait aujourd'hui la stratégie globale de communication d'une marque. Mais nécessaire. On ne peut pas aujourd'hui ne pas, avec la taille d'entreprise que vous avez, voire même une taille plus petite, on ne peut pas ne pas être visible à minima sur des réseaux sociaux. Non, aujourd'hui, non. C'est un indispensable. Ouais. Je pense qu'un point important, vous l'avez très bien dit, c'est pas non plus d'opposer le monde physique avec le monde virtuel. Moi, j'ai coutume de dire que les deux aujourd'hui fusionnent. On parle parfois de mots un peu savants comme le figital, c'est-à-dire le physique et le digital. Je pense que la meilleure manière d'expliquer comment on peut optimiser cette relation entre le monde réel dans lequel on vit encore quand même aujourd'hui et le monde virtuel, c'est qu'à partir du moment où il y a fusion des deux, c'est le virtuel qui prend la commande. Même si c'est dans le monde physique. Je prends un exemple très simple que tout le monde va comprendre, c'est le code barre QR, qui est aujourd'hui typiquement, alors que ça reste une technologie relativement simple, mais on est quelque part, on voit une brochure, on est devant un panneau, clac, on scanne et on a l'effet. Et là aussi, le Covid a très fortement accéléré la compréhension. Un effet d'accélération énorme, mais je pense que c'est vraiment de comprendre que, y compris dans des demandes aujourd'hui, en tout cas dans un certain nombre de secteurs, par exemple tout ce qui est alimentaire et d'autres, mais où le client retrouve un besoin de proximité, d'artisans, de bio. Il y a toute une tendance de savoir ce qu'on mange, local, où on est, avec qui on travaille, etc. Mais le paradoxe, c'est que pour faire la promotion de ces entreprises ou de ces services, c'est par le numérique qu'on les trouve. Et donc, comme vous le disiez très bien, si on n'est pas en ligne, on n'existe pas, en fait, aujourd'hui. Ne pas avoir une présence en ligne organisée. Il ne faut pas être partout, ça ne sert à rien. Il y a des entreprises... Enfin, tout le monde n'a pas nécessairement intérêt à avoir un compte Instagram alimenté 24 heures sur 24. Mais en tout cas, il faut y être là où se trouve le carrefour d'audience de l'entreprise, et là où se croisent les gens. Alors, ça peut être le B2B, le B2C, les partenaires, les clients, que sais-je. Trouver l'endroit où ils se trouvent, l'organiser. Mais c'est vraiment une organisation croisée entre le monde physique et le monde virtuel.
C'est évident que si on est dans des domaines de services ou de communication pure, etc., on sera d'autant plus dans le virtuel. Si on est un restaurant à un moment donné, l'objectif, c'est quand même d'aller au restaurant pour manger. Et de capter des clients aussi. Et de capter les clients. Si vous n'êtes pas présent comme ça, comme je dis souvent, c'est l'équivalent de passer dans une rue commerçante avec un volet devant votre magasin. Alors justement, est-ce que, parce qu'il y a aussi un autre enjeu quand on est présent sur Internet, parce qu'on est en fait, enfin tous les commerces sont en réalité présents. Google a depuis très longtemps listé l'ensemble des commerces, avec la possibilité, sans jamais demander d'autorisation d'ailleurs au commerce, de mettre des petites étoiles, les fameux avis, les étoiles c'est tellement pouce en l'air. Pour autant qu'ils aient ouvert une page Google Business. Oui, c'est ça. Mais est-ce que, les avis Google, TripAdvisor, Trustpilot, etc., est-ce que ça aussi, c'est des choses auxquelles on est attentif? Est-ce que dans le business, ça fait partie de l'analyse, notamment clientèle, et ça donne des chemins ou pas? Mais oui, on se doit d'être attentif à ça. Parce qu'avant, donc, les générations précédentes, c'était le bouche à oreille qui faisait qu'on disait ah oui, là c'est très bon, vas-y, etc. Aujourd'hui, moi je vois mes enfants, qu'est-ce qu'ils font? Moi, il faut que je passe devant l'endroit pour me dire j'ai envie d'aller manger là. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent et ils voient les notes. Donc les notes, elles sont elles sont indispensables. C'est un peu... Course aux étoiles. Oui, la course aux étoiles, mais le problème, c'est que l'humain a toujours tendance à réagir quand il n'est pas content et pas nécessairement... Donc, pour moi, ces notes, elles sont biaisées parce qu'on peut très bien être vite descendu en flèche pour un seul truc. Il faut vraiment qu'on ait beaucoup de notes pour amortir tout ça. Donc, oui, c'est un mal nécessaire, mais qui est, pour moi, biaisé. Solutions en ligne, vous intégrez aussi des solutions de plateforme Internet, tout ce genre de choses. Vous conseillez aussi vos clients sur comment financer un site web, le nourrir, l'héberger, former les gens éventuellement qui vont mettre des petits news dedans ou qui vont modifier. Oui, ça fait partie d'un outil tout intégré. Et c'est vrai qu'on parlait de la présence par un site Internet, par des réseaux sociaux. Mais je prends souvent l'image de... Il faut aussi avoir son adresse email. Je trouve qu'il n'y a rien de moins professionnel que d'avoir son adresse professionnelle @gmail.com. Voilà. Oui, voire même pipou @gmail.com. Oui, voilà. On a créé ça il y a 25 ans. On l'a créé il y a depuis longtemps et on a toujours fait comme ça. Ça, oui. Et bien souvent, on démarre par là. Et comme on a son nom de domaine, on va pouvoir faire un site web. On a dû réfléchir à un nom court qui s'affiche bien. Enfin, c'est toute une réflexion de présence digitale. Et là aussi, à des coûts, parce que ça peut parfois présenter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros au niveau d'un site Internet. Sur le marché, il y a un peu de tout. Ouais. Oui. Sur les sites Internet, c'est assez... ça va vraiment... J'aime pas le dire, mais ça va vraiment dépendre de ce qu'on a envie d'y afficher. Un site vitrine, 2-3 pages, on va s'en sortir. Dès qu'on va vouloir avoir beaucoup de choses... Alors, on peut mettre un blog, on peut mettre des choses... si on relie ça à un e-commerce, à des choses en interne sur une base de données, qu'on commence Si c'est pour faire du e-commerce, alors là, ça devient le business. Donc, c'est là qu'il va falloir investir. Donc, c'est normal que ça va coûter plus. Ça coûte de l'argent, c'est ça. Le danger, quand on ouvre un blog, c'est... on a une bonne intention, je vais publier plein de choses. Et après 3 semaines... On n'a pas le temps. On s'épuise. Calme. Ça, c'est clair. Et le SEO, généralement, s'épuise aussi. Aider au référencement. Donc, on est un peu... Bon, il y a beaucoup de sites dormants. De nouveau, il faut entretenir ce virtuel et on est rattrapé par la vie de tous les jours. Avec reste la clé. Il faut que du chiffre d'affaires rentre, donc effectivement, c'est l'éternel problème. Et il y a toute cette problématique aussi, le site d'e-business. En tout cas, nous, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place. Ça demande autant de temps que de lancer une nouvelle boutique, en fait. Donc, e-business, c'est un site de vente e-commerce. Mais en sachant qu'il faut que le lien avec le stock disponible, ce qui est arrivé en boutique, corresponde à ce qui est sur le serveur. Parce que ça peut arriver, on a mal compté et il y a nettement moins, vous faites une commande. Ça peut être aussi une grosse usine à gaz qui va vous poser plus de problèmes que de vous générer du chiffre d'affaires. Donc,
Fondamentalement, il y a des choses qui sont parfois c'est de la donnée, en fait. Hein. Le site web, fondamentalement, c'est jamais que de la donnée. Donc, si vous n'avez pas la donnée derrière, avec, comme vous dites très bien, la gestion du stock, etc., il n'y a rien de pire que de commander quelque chose qu'on ne peut pas avoir, ou bien de se dire qu'en magasin, il coûte moins cher que sur le site web. Enfin, oui, c'est ça. Encore une fois, c'est une réflexion. Merci beaucoup, Florence Furniman. Merci, André Blavier. Merci, Jérémy Trussard, d'avoir été avec nous. On pourra résumer sur cette digitalisation, vous renseigner, vous informer, vous former et puis surtout réfléchir à votre stratégie d'entreprise d'abord et avant toute chose, avant d'acheter des outils qui vous serviront peut-être pas et surtout effectivement ne pas avoir peur parce que ça représente des opportunités. 45% des entrepreneurs qui l'ont compris et donc voilà, il y a toujours ce travail aussi de continuer à convaincre, à convaincre, d'autant que bientôt on sera quand même un petit peu obligé d'au moins... Bientôt, on est déjà... Oui, c'est ça, on est déjà dans l'obligation pour un certain nombre de... Il y a beaucoup de sources d'informations, il y a beaucoup d'aides qui permettent de s'y retrouver. Quelques sites quand même avant de terminer. Il y a par rapport à l'IA, donc je voulais vous dire sur le je ne vais jamais y arriver en artificialintelligenceact.eu. Il y a également des petites capsules qui ont été produites par l'UNAMUR que vous allez retrouver sur YouTube. Pardon, elle s'appelle 15 Shades of AI. Donc voilà, 11 nuances d'IA pour la traduction. Digital Wallonia, évidemment, .be, ADN.be également pour vous renseigner de manière un peu plus globale, notamment sur les aides et sur les bonnes pratiques et les bons réflexes à avoir. J'espère qu'on vous a peut-être convaincu, en tout cas intéressé et certainement questionné. C'est notre rôle, évidemment. C'est fini pour ce Business Lunch du mois de février. Rendez-vous le 4e jeudi du mois de mars où on parlera, ça va vous plaire à mon avis, des femmes dans le business. Et oui, puisque le mois de mars, c'est le mois de la femme, hein, le 8 mars, on parlera des femmes dans le business. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Bouquet.